Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Comment créer sa propre langue. Aujourd'hui on va voir pour quelles raisons les gens créent des langues, l'importance de définir son but, et quels conseils je peux te donner si tu veux créer une langue pour une certaine raison en particulier. S'il y a des raisons pour lesquelles tu pourrais créer des langues auxquelles je n'ai pas pensé en faisant cette vidéo, dis-le en commentaire. Ou si tu as des explications et des conseils à donner, n'hésite pas à les donner aussi pour permettre aux autres personnes d'avoir accès à ces informations. Donc on va tout de suite voir les différentes raisons pour lesquelles des gens créent des langues. La première, c'est pour étoffer un univers fictif, que ce soit un jeu vidéo, un livre, un film ou n'importe quoi d'autre. Dans ce cas-là, c'est important de bien connaître le peuple qui est censé parler la langue, le peuple que tu auras créé donc. C'est important de connaître son environnement, d'adapter le vocabulaire de la langue que tu crées à l'environnement de ton peuple et de faire une grammaire qui soit adaptée à leur construction sociale. Par exemple, s'il y a une forte hiérarchie dans leur construction sociale, ça sera intéressant de mettre des pronoms différents en fonction de la personne à laquelle on s'adresse et de notre relation sociale à cette personne, comme il peut y avoir dans certaines langues asiatiques. En français aussi on a avec le tu ou le vous, mais ça peut être plus développé, plus complexe que juste tu ou vous. On peut avoir d'autres pronoms qui retransmettent des relations plus complexes. Aussi, c'est important de faire attention à la construction des phrases, l'ordre dans lequel on place les choses, qu'est-ce qui est important pour ton peuple. Est-ce que c'est plus important de connaître le temps, le lieu? Est-ce que le temps et le lieu sont traités comme une seule même chose ou comme des choses différentes? Est-ce que le temps est important? Est-ce que c'est l'action qui est importante? Est-ce que c'est son résultat? Est-ce que c'est sa manière? Est-ce que c'est son déroulement? Ou est-ce que c'est placer l'action dans le temps qui est important? Aussi, est-ce que tu as des temps verbaux? Si oui, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Pas forcément comme en français, hein. Si c'est plus le déroulement de l'action en elle-même que placer l'action sur la frise temporelle, tu peux aussi ne pas utiliser de temps verbaux, mais utiliser des aspects. Donc c'est le déroulement de l'action en elle-même, la description du déroulement de l'action. On peut avoir des temps verbaux qui différencient le présent du non présent. Au lieu d'avoir passé, présent, futur, on n'est pas obligé d'avoir non plus le passé du passé ou le futur du futur. Ça, c'est à toi de voir de quoi est-ce que tu as besoin pour le peuple en question. Si tu t'inspires d'un peuple qui a réellement existé, je sais pas, par exemple les Romains, ça peut être intéressant de créer une langue à partir de la langue parlée par ce peuple, donc en l'occurrence ça serait le latin. De dériver ta langue depuis cette langue-là. Comme exemple de langue construite pour un univers fictif, on peut citer évidemment le Dothraki dans Game of Thrones ou le Na'vi dans Avatar. La seconde raison, c'est pour mettre en pratique une philosophie ou explorer le monde sous un nouvel angle, pour explorer le monde d'un autre œil. Dans ce cas-là, il faudra adapter ta grammaire, la langue et la manière de formuler les phrases à la philosophie en question. Adapter aussi la classification des concepts en genre, en couleur, je sais pas, c'est à toi de voir. Est-ce qu'il y a des nombres ou pas? Encore une fois, est-ce que le temps est pris en compte? Est-ce qu'il est important? Comment est-ce que tu le traites? Ne pas le traiter, c'est aussi une manière de le traiter. On peut citer comme exemple le Tokipona de Sonia Helen Kissa, qui est une langue minimaliste, qui est composée uniquement de 120 mots, qui n'a pas de déclinaison, pas de temps donc, pas de genre, pas de nombre, qui a une structure grammaticale très carrée. Les mots ont leur place et ils peuvent pas être mis ailleurs. On comprend pas si on change les mots de place dans la phrase. C'est une langue qui a pour but de nous faire voir le monde d'une manière simple. Un autre exemple, ça serait le Loglan, qui était fait pour vérifier l'hypothèse Sapir-Whorf. La troisième raison, c'est juste pour s'amuser. Dans ce cas-là, on a le champ libre, on peut faire ce qu'on veut tant que ça nous plaît, et tant que ça a du sens, tant que ça marche. Comme exemple, on peut citer Tolkien, qui faisait des langues comme hobby. La quatrième raison, c'est pour créer une langue auxiliaire internationale. Une langue auxiliaire internationale, c'est une langue qui serait commune à toute l'humanité, mais qui serait la langue native de personne. En gros, c'est ça. C'est une langue artificielle, c'est une langue construite, qui a pour but de remplacer toutes les autres langues pour les échanges et communications internationales. Dans ce cas-là, c'est important de t'inspirer de langues qui sont déjà bien répandues, ou qui ont influencé beaucoup d'autres langues, comme le français, comme l'anglais, l'arabe, le mandarin ou le latin. C'est les langues les plus parlées ou qui ont le plus influencé les autres.
Ça permettra un meilleur accès au plus grand nombre à ta langue, dans le sens que ça sera déjà familier pour une bonne partie des gens. Évite les exceptions dans la grammaire, les irrégularités dans les verbes, évite de faire un système trop complexe avec trop de cas, trop de temps, essaye de faire quelque chose de simple, qui soit accessible. Une orthographe simple aussi, où chaque son a une seule lettre et chaque lettre correspond à un seul son, ça s'impose. C'est important aussi d'éviter les sons peu communs, comme le th ou le th, qui sont peu répandus, qui se trouvent dans peu de langues du monde et que la majorité des gens auront de la peine à prononcer. Préfère plutôt des sons accessibles et communs à de nombreuses langues. On peut citer l'espéranto comme exemple, qui répond bien aux critères énoncés. Le problème de l'espéranto, c'est que l'espéranto se veut neutre, culturellement neutre, alors que l'espéranto n'est clairement pas neutre. L'espéranto a des racines latines, germaniques et slaves, et ça c'est européen. L'espéranto en se revendiquant neutre, et il ne l'est pas, parce qu'il n'a pas de racines internationales. Soit tu ne te revendiques pas neutre, culturellement neutre, soit tu fais une langue qui soit vraiment culturellement neutre, comme le Tokipona, qui l'aime et qui n'est pas une langue auxiliaire internationale. Entre nous, l'idée d'une langue auxiliaire internationale, c'est un peu une utopie. La majorité des espérantophones aujourd'hui ont complètement oublié l'idée de le faire parler, de le faire utiliser comme langue auxiliaire internationale. Mais ne te laisse pas freiner par tout ça. Si tu as envie de le faire, fais-le. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Si j'ai pas pensé à certaines raisons qui pourraient être ta motivation de créer des langues, dis-le en commentaire. Encore une fois, ça permettra aux autres d'avoir accès à d'autres idées. Si tu as des informations ou des conseils à donner sur certaines raisons que j'ai citées ou sur des raisons que j'ai pas citées, n'hésite pas non plus à le dire pour enrichir le partage. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça me permettra d'avoir un meilleur référencement. Et en attendant, je te dis à dans 2 semaines. Ciao ciao.